Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter les sorties livresques du mois de mars. Donc comme d'habitude je vais vous parler des sorties qui moi m'intéressent, pas de toutes les sorties parce que il doit y en avoir encore plus de 600. Donc on va commencer tout de suite avec une sortie dont je n'ai pas la date précise puisque cela va sortir dans la nouvelle maison d'édition qui s'appelle Crainte Chimère et ça s'appelle Le Cloître des Vanités par M. Ségur. Ici nous sommes en France en 1231. Un démon a forgé une sorte de ville, une sorte de piège qu'il appelle le Cloître des Vanités et qui a pour but en fait d'attirer toutes les âmes désespérées, toutes les âmes qui ont été gangrénées par un défaut quelconque. Donc eh bien ce démon profite donc de sa ville et d'attirer toutes ces âmes, il s'en repaît bien évidemment, il se repaît de la torture, du désespoir, des souvenirs volés, etc. Sauf que son petit train-train quotidien, si je puis dire, va être modifié le jour où une sorte de secte croyante chrétienne va arriver dans le coin et va mettre à mal un petit peu son pouvoir entre guillemets par la force de leur foi. De plus, les forces du démon lui-même vont se retrouver affaiblies de par la présence de ces chrétiens. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais on peut évidemment penser que le démon va essayer de ne pas se laisser faire et que on va se retrouver dans une histoire avec un peu une guerre entre cette secte cathare, je crois qu'elle est exactement, et ce démon qui jusque-là coulait un petit peu sa vie tranquille. Je n'en sais pas plus, je pense que c'est de la dark fantasy. C'est une nouvelle sortie chez Crainte Chimère et voilà, encore une fois j'en ai déjà parlé, mais c'est une jeune maison d'édition et il faudra que je prenne le temps de découvrir leurs ouvrages. Commençons maintenant avec les dates dont j'ai la propre date. Avec le 2 mars, c'est une sortie des éditions Plume Blanche avec l'autrice Anatrice. Il s'agit de La Guilde des Ombres, tome 1, Le Don de Mort. Si je ne me trompe pas, ce tome 1 est divisé en deux parties, partie 1, partie 2, et donc eh bien, il y a eu deux romans séparés, et les deux romans de cette même tomaison sortent le 2 mars, tous les deux. Ici, vous allez vous retrouver à Clepsydre, dont le petit surnom est la Cité des Vices. La Guilde des Ombres, qui sont en fait des assassins elfides, règnent sur cette petite cité depuis plus de 5 siècles. En effet, ils ne sont ni plus ni moins que le bras armé de la déesse de la mort. Cette guilde non seulement va se servir de lames affûtées, mais aussi de pouvoirs surnaturels. Sauf qu'un jour, on va dire que le petit train-train de cette guilde des ombres va être complètement bouleversé lorsqu'une humaine va arriver chez eux afin d'être formée. Et oui, en effet, une humaine, une simple humaine a été pressentie pour devenir une ombre à son tour. Et on vous dit, si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. C'est chez Plume Blanche, en général ce sont des livres de qualité et ça a l'air d'être tout à fait original. C'est donc un livre, l'un de ceux qui m'attire le plus en fait sur ce mois de mars. Donc il est fort probable que je me procure au moins la partie 1 du tome 1. Ensuite, le tome 3, c'est Jennifer L. Armentrout qui nous sort Dark Element, le tome 3, Ultime Espoir chez J'ai lu Édition. Je ne sais pas si c'est le dernier tome de la série. En tout cas, nous sommes dans la nouvelle série de Jennifer L. Armentrout où on va rencontrer Jennifer qui a 17 ans et qui aurait presque pu avoir une vie normale si elle n'avait pas eu cette étrange capacité, entre guillemets, de tuer tout être possédant une âme d'un simple baiser. Layla est un être un peu particulière puisqu'elle est à moitié démon et à moitié gargouille, mais elle a été élevée chez les gargouilles, des êtres qui n'ont pas forcément un amour infini pour les démons. Voire même que le clan où elle a grandi, les Warden, se fait pour spécialité de traquer les démons. Layla essaye donc de cacher cet étrange pouvoir, essaye donc de grandir comme elle le peut parmi son clan. Et même lorsqu'elle est attirée par un garçon ou une gargouille de son clan, elle ne peut pas vraiment se tourner vers lui. Sa vie va changer car un jour, elle va rencontrer un démon du nom de Roth, je crois. Un démon qui apparemment a l'air tout à fait sexy et c'est un démon, ce qui signifie qu'il n'a pas d'âme, ce qui signifie que si elle l'embrasse, il ne mourra pas. Sauf que tout cela se passe dans une période un petit peu trouble avec les démons et on va dire que se rapprocher trop près de l'un d'eux
pourrais l'emmener dans une aventure ou probablement une mésaventure dont je gage que c'est le cœur du roman. Je n'ai pas commencé cette série, en tout cas pour ceux qui la suivent, voilà le 3e tome. Toujours le 3 mars, on va maintenant se diriger aux éditions du Rouergue avec La Sourcière par Élise Fontenaille, je crois. Ici, nous allons nous retrouver au pays des volcans assoupis. Une brodeuse va accueillir chez elle une jeune femme sur le point d'accoucher. La jeune femme va réussir à mettre le bébé au monde, bébé du nom de Garance. Malheureusement, elle va mourir en couche et donc la brodeuse va se retrouver avec cet étrange enfant sur les bras. Cet enfant va grandir, elle a des cheveux de feu, des pouvoirs surnaturels, une étrange beauté et partout où elle va, elle est accompagnée de son renard. Il faut l'avouer, a priori, elle ne laisse personne indifférent. Sauf qu'un seigneur local va apprendre son existence et cette jeune fille va devenir l'obsession de ce seigneur. On peut donc supposer que Garance va essayer d'échapper à ce seigneur et à son armée, etc. et que tout le livre est basé là-dessus. Je pense que ça peut être, si c'est bien écrit, ça peut être très original et ça peut être très sympathique. En tout cas, je ne sais pas vous, moi je trouve la couverture, ma foi, très jolie. Le 4 mars maintenant chez Scrineo, c'est Christine Ferré-Fleury qui nous offre une nouvelle parution avec le roman Glace, qui est a priori une sorte de réécriture de La Reine des Neiges, mais je parle bien du vrai La Reine des Neiges, le conte d'Andersen un peu sombre, et pas celui qui vous laisse cette étrange chanson dans la tête qui vous casse un peu les pieds. Non, pas le Disney, mais vraiment le conte d'Andersen. J'ai vu quelques avis déjà sur internet concernant ce roman. Malheureusement, les avis sont mitigés, donc à voir. En tout cas, je vous fais un petit point sur le pitch. Sana a perdu ses parents et elle vit un petit peu plus encore dans le désespoir depuis que son amie Kay a été enlevée. Sauf que comme elle vit avec sa grand-mère, elle ne veut pas vraiment partir à la recherche de son amie parce que je pense qu'elle ne veut pas laisser sa grand-mère seule, puisqu'il semblerait que nous sommes un petit peu dans un monde, en tout cas où la Terre se meurt. Mais un jour la grand-mère de Sana va elle aussi décéder et je pense que Sana va partir à la recherche de son meilleur ami Kay. Je pense donc qu'on va suivre la quête de cette jeune fille, ce long voyage qui va probablement être semé d'embûches, plein d'obstacles, plein de rencontres aussi, et peut-être bien qu'au bout du voyage, la jeune Sana va rencontrer l'immortelle Reine des Neiges. On vous promet une réécriture dystopique et envoûtante du célèbre conte d'Andersen. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu des avis mitigés, donc à voir ce que ça donne. Le 5 mars va sortir un roman dans une petite maison d'édition, voire peut-être même plus ou moins auto-édité. Il s'agit des éditions Artless, j'en avais jamais entendu parler. Il s'agit de Chasseuse d'ombre, le tome 2, Spiritus Angeli, et c'est écrit par Eileen van den Bosch. Alors oui, c'est un tome 2, je n'avais pas entendu parler du tome 1, donc je vous fais un petit résumé de ce premier tome. En tout cas, moi, il m'a fait de l'œil, dites-moi plutôt ce que vous en pensez. Nous allons rencontrer ici Eileen Calandero, qui a priori aurait été enlevée. Eileen Calandero qui a priori est entourée de sacrés mystères et de sacrés secrets. Et il semblerait bien que tout le monde lui mente, même son meilleur ami. Le truc c'est qu'en fait je ne sais pas exactement dans quoi on va partir, puisque elle-même, la jeune Eileen, ignore tout de ses origines. Je sais simplement qu'ici on va y rencontrer un vampire et d'autres créatures surnaturelles, mais en fait ce qui m'a fait craquer c'est la façon dont le résumé est écrit, puisque visiblement on va partir dans une sorte d'urban fantasy avec pas mal d'humour, vous voyez, avec l'héroïne un petit peu badass qui a de l'humour, etc. Et c'est ça qui m'a plu, c'est la façon dont c'était écrit. Elle vous dit par exemple qu'elle va rencontrer un vampire ultra puissant, aussi assoiffé de mon sang que je peux l'être d'une canette de Fanta. Vous savez ce qu'il y a de pire qu'un paquet d'Oreo écrasé, découvrir que vous ignorez tout de vos origines, que des créatures surnaturelles en ont après vous et ceux que vous aimez, que le secret qui vous entoure est encore plus opaque que les dossiers les plus confidentiels de la NASA. C'est vrai, ça reste mystérieux, mais moi ça m'a donné envie, alors voilà, je vous l'ai noté. Le 8 mars, je me demande si je ne vous en ai pas déjà parlé pour les sorties de février, parce que je pense que du coup il serait sorti en numérique. Je ne sais plus exactement, donc j'ai décidé de vous en reparler ici, excusez-moi si je l'ai déjà fait. Le 8 mars va donc sortir en papier le tome 1 de l'Académie Lansor, Bryn Morrow,
tome 1, Accusé à tort. C'est écrit par Annabelle Chase et c'est à paraître aux éditions MMM Bookmark. Ici nous allons rencontrer une jeune héroïne qui visiblement est dotée de pouvoirs magiques puisque son père est un sorcier maléfique. Elle a donc décidé de se cacher parmi les humains et de ne pas utiliser sa magie afin de ne pas être repérée. Tout se passe plus ou moins bien, je pense, jusqu'au jour où elle va être obligée d'utiliser sa magie afin de sauver une famille innocente, et c'est là que sa vie va basculer puisque le fait d'avoir déclenché ses pouvoirs magiques va probablement déclencher une traque après elle. La voilà donc transportée au sein d'une académie de magie, un endroit dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Mais comme elle le dit elle-même, son pouvoir est quelque peu brut de décoffrage et elle n'a jamais vu la pointe d'un balai. Visiblement, elle arrive plus ou moins à s'adapter à la situation jusqu'au moment où on va la découvrir dans un lieu où elle n'est pas censée être, à côté d'un cadavre. Comme elle le dit elle-même, il va lui falloir plus qu'un peu d'aide de magie pour être innocentée. Ça a l'air là aussi très drôle, ça a l'air d'être de l'urban fantasy et voilà, c'est pareil, c'est l'un de ceux qui me tentent le plus ce mois-ci. Le 11 mars, chez Michel Lafon, va paraître le nouveau tome écrit par Anne Robillard de la Malédiction de Dragon's Plot, dont j'ai lu le tome 1, dont je n'ai toujours pas lu le tome 2, mais il faut que je le lise, et que j'avais, ma foi, bien aimé. Nous sommes dans un roman plutôt jeunesse avec un protagoniste adulte qui va se retrouver attiré, je vous laisse découvrir comment, dans une sorte de manoir. Il va se rendre compte qu'il est l'héritier et donc le propriétaire de ce manoir, et il va aussi se rendre compte qu'il n'est pas tout seul dans son manoir puisque tous ses ancêtres, depuis 36 générations je crois, ou 35, sont prisonniers là en tant que fantômes et vont lui demander d'essayer de le délivrer en essayant de casser la malédiction qui a tout fait démarrer. Mais il va falloir pour ça que notre jeune héros voyage dans le temps afin de retrouver le morceau de vie qui correspond au protagoniste qui a lancé la malédiction. Sauf que chaque fois qu'il va réussir à retourner dans le passé en ouvrant une porte du manoir, je vous laisse vous en découvrir plus, il ne sait pas dans quel passé il va tomber, et comme ils sont 35 dans le manoir, vous pouvez imaginer qu'il va vivre de sacrées aventures avant de retourner à l'époque où tout a commencé. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était sympa puisque Anne Robillard vous emmène dans des époques différentes. Et donc ici, eh bien, le tome 3 paraît ce 11 mars. Le 11 mars, c'est aussi chez Gulfstream dans la collection Echo que va sortir un roman qui m'a fait de l'œil. Il est écrit par Arnaud Druel et il s'appelle L'Enfant Pan. Ici, en fait, ce serait une préquelle au livre de James Matthew Barrie, Peter Pan. Apparemment ici on est dans une sorte de conte où on va remonter aux origines de Peter Pan. Et nous nous trouvons donc à Londres en 1881. On va rencontrer donc le jeune Peter qui va être placé dans une école pour garçons après être passé devant un juge pour je ne sais quelle bêtise. Ce que le jeune Peter ne se sent pas vraiment à sa place et en plus il va se retrouver accusé à tort d'avoir mis le feu à l'infirmerie. Il décide donc de fuir. Et c'est là qu'il va rencontrer deux petites fées qui vont... comment dire, le convaincre de rejoindre un mystérieux Egon au pays de nulle part, cette fameuse île où tout est possible, et on va donc découvrir les débuts de la vie et des aventures de Peter Pan. Le 13 mars, ce sont les éditions Noir d'Absinthe qui nous offrent une nouvelle sortie avec Sous les ailes du dieu corbeau, écrit par Sarah Pintado. Ici, nous allons nous retrouver dans un univers de fantasy dans le royaume de Chaljuz, je crois, où on va rencontrer plusieurs protagonistes qui doivent réussir l'épreuve des crocs, qui je pense est une sorte d'épreuve qui vous permet d'entrer à l'âge adulte. On va donc rencontrer Jennar qui est le fils cadet d'un roi mourant. On va rencontrer Ishpurna qui est amoureux je crois de Jennar et qui je pense est un mage, mais il semblerait que le fait que le garçon aime un autre garçon l'entraîne dans une sorte de discrimination. En tout cas, il semblerait que les mages voient ce jeune garçon d'un mauvais œil. Quant à Araxa qui est une fille de mage suprême, il semblerait que voilà, c'est une fille quoi, donc avoir ce genre de connaissances, ce n'est pas non plus pour elle. Donc on va rencontrer trois personnages qui vont avoir l'épreuve des crocs à passer avec chacun une problématique qui leur est propre, comme l'homosexualité, le fait d'être une fille ou le fait
d'avoir un statut social imposé avec beaucoup de pression. Si c'est bien traité et que tout autour de ça on a un univers qui est sympa, qui est riche avec de l'action, eh bien ma foi ça peut être fort sympathique. Le 17 mars, eh bien c'est Castlemore qui va nous offrir un nouveau roman à 4 mains, puisque Paul Béorn et Sylvain Edgar nous offrent une nouvelle parution comme ils l'ont déjà fait avant, avec vous savez les dates à cheval, avec 1961-2021. Ici, vous allez vous retrouver en 1961, le mur de Berlin est toujours dressé et une chanteuse d'opéra, Mara Galanta, décide d'aller chanter devant ce fameux mur. Elle devient très célèbre, très riche, et elle devient aussi grand-mère, et il semblerait qu'elle soit une grand-mère peu attentionnée. Emma est donc sa petite fille, elle semble un petit peu impétueuse, sauf que à 14 ans, elle cherche un petit peu son identité, car en effet, Mara, à 18 ans, s'est enfuie de son pays d'origine, la Lettonie, qui à l'époque était soumis à la dictature soviétique. Et du coup, eh bien, Emma va demander à sa grand-mère de l'emmener là-bas, et Emma va faire en sorte que sa grand-mère ne puisse pas refuser, et il semblerait qu'un souffle de magie imprègne un peu cette histoire. Je sais que les romans comme ça, historiques, avec ces petites touches de fantastique qui sont écrits par Sylvain Edgar et Paul Béorn sont très appréciés. Pour être honnête, je n'ai toujours pas lu 14-14, donc vous voyez, j'ai encore du retard. En tout cas, c'est une nouvelle sortie. Si vous aimez toute cette série-là, je suppose que vous aimerez ce nouveau roman. Pour ceux qui l'attendent, le 17 mars va sortir le tome 3 des Brumes de Cendre Lune, écrit par Georgia Caldera et apparaître aux éditions J'ai lu. C'est une série, honte à moi, que je n'ai toujours pas commencé, mais je sais que vous êtes nombreux à la suivre. Vous êtes dans le royaume de Cendre Lune et vous êtes toujours épiés par les dieux qui ne vont pas hésiter à sévir si vos pensées sortent du droit chemin, si vous avez quelques idées de rébellion, je puis dire, sur eux. Sauf qu'apparemment ils n'arrivent pas à avoir vraiment tout le monde, puisque nous allons rencontrer la jeune Céphise qui a 17 ans et qui ne rêve que de se venger. Je pense qu'elle a perdu sa famille ou quelque chose comme ça. Et a priori, elle n'est peut-être pas la seule à passer à travers les mailles du filet de l'espionnage comme ça des dieux. Il semble qu'elle veuille se venger d'Orion, le dieu parmi les dieux. Je n'en sais pas plus, c'est un livre que je n'ai pas encore découvert, mais pour ceux qui l'ont commencé, ce 3e tome va sortir très bientôt. Toujours cette même date, La Valse des Spectres, tome 2, Oraison funèbre, écrit par Jahan Kavenbach ou Jehan Kavenbach, ou je suis désolée si je massacre le nom, je ne sais pas vraiment comment le prononcer, aux éditions RB, donc je ne sais pas, je ne connais pas. Est-ce que là aussi c'est de l'auto-édition? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Là encore, je n'avais pas vu passer le tome 1, mais je dois avouer que ce tome 2 m'a fait de l'œil, donc petit pitch du tome 1. Nous allons rencontrer le personnage de Sénarat. Sénarat est le bâtard d'un roi, donc jamais il n'approchera la couronne de son père, puisque je dirais que même son existence est un blasphème au sein d'un royaume où tout n'est qu'apparence, soierie et aussi trahison. Donc il est destiné à vivre dans l'ombre de ses frères légitimes, mais sa vie va complètement changer le jour où il va sauver un Elodrine, une créature qui apparemment est aussi puissante que rare. Je pense, si j'ai bien compris, que le fait de sauver cette créature va donner au jeune Sénarat des nouveaux pouvoirs, ou en tout cas des pouvoirs surnaturels qui ne vont pas laisser les autres indifférents. C'est ainsi qu'il va se retrouver avec des mages à graviter autour de lui, voire même à le poursuivre, des mages qui veulent s'approprier ses nouveaux pouvoirs. Et il semblerait, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un lien qui s'est créé avec cette créature. En tout cas, Sénarat va devoir faire un choix entre ce lien, son roi, etc. Je pense qu'il va être emmené dans toute une quête et je pense que ça peut être très très intéressant. Là encore, ce n'est pas une grosse maison d'édition. C'est pas pour ça que ce sera pas qualitatif, et là encore c'est pas un roman qui aura beaucoup de pubs, donc j'avais très envie de vous en parler, et franchement c'est un livre que j'ai bien envie de découvrir. Le 18 mars chez Michel Lafon va sortir un roman jeunesse, mais j'avoue que sérieux ça m'a donné trop envie. Alors c'est un tome 2, ça s'appelle Le Café Coupe-Gorge, et c'est écrit par Nikki Santorn. Ici je crois qu'on va rencontrer le jeune Ed qui va plus ou moins devenir magicien, en tout cas je pense que c'est ce qu'il souhaite, et il va donc pour cela devenir apprenti magicien au village de Gameville. Sauf que lorsqu'il va arriver, il va se rendre compte que beaucoup d'apprentis vont mourir empoisonnés dans un café, et apparemment il va mener l'enquête
c'est un tome 2 puisqu'au tome 1 il lui était arrivé d'autres aventures, mais je sais pas, la couverture, le résumé, il y a quelque chose qui fait que même si ça a l'air très jeunesse, ça a l'air quand même vachement bien. En fait, Le Café Coupe-Gorge, c'est la suite de ce roman, L'Hôtel de la Dernière Chance. Donc si vous avez déjà découvert L'Hôtel de la Dernière Chance, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le 24 mars, c'est Brajlon Poche qui nous offre une nouvelle sortie avec Le Pacte de Hob, écrit par Patricia Briggs. Patricia Briggs, l'autrice de tous les Mercy Thompson et même de Alpha et Omega. Apparemment, nous sommes dans un monde où la magie était haïe et redoutée et elle avait complètement disparu du pays puisque je crois qu'elle était sous le joug de mages de sang ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle en est libérée et elle revient à présent. On va rencontrer ici Aren qui va sentir croître ce pouvoir en lui au fur et à mesure. Ce pouvoir de vue qui en fait lui révèle des moments, que ce soit du passé ou de l'avenir. Elle vit dans un village qui est menacé par des maraudeurs et maraudeurs qui ont tué son mari. Autant vous dire qu'elle se demande si elle ne peut pas utiliser son don pour essayer de sauver son village et probablement aussi de venger la mort de son époux. En plus de ça, tout le peuple sauvage, qui était composé de créatures magiques comme les fées, les gobelins, les farfadets, etc., se manifeste à nouveau et elle se demande si elle ne pourrait pas leur demander un petit coup de main. Enfin, elle se demande si c'était une bonne idée de signer le pacte du Hob de la montagne en échange de son soutien. Je ne sais pas ce qu'est le pacte du Hob, mais c'est un roman de fantasy, c'est écrit par Patricia Briggs et moi personnellement, ça me suffit. Le 29 mars va sortir Les Échos du Temps, le tome 1, Automne. C'est écrit par Juliette Pierce et c'est à paraître je ne sais plus où, puisque je ne l'ai pas noté, je vous laisse regarder sur la couverture, veuillez me pardonner. Ici nous sommes dans un monde où il existe deux types de sorcières. Pour la faire courte, vous avez les gentilles qui utilisent leur pouvoir pour faire le bien et les méchantes. Nous allons rencontrer Shade qui est un tueur de sorcières et qui se fiche complètement de savoir si elles sont gentilles ou méchantes, puisque lui, son rôle c'est de les exterminer. Toutes, sans distinction. C'est vachement sympa quand même. Il va prendre une sorcière en chasse du nom de Rune, sauf que finalement le chasseur va devenir chassé et c'est lui qui va tomber dans un piège. En gros, il va se retrouver lié à elle et il va donc se retrouver bien malgré lui entraîné dans une quête qui n'est pas la sienne puisque c'est celle de Rune, mais il semblerait que la magie qui les lie ne lui laisse aucun choix sur la décision. On va donc suivre évidemment cet improbable couple dans une histoire, dans une quête qui peut être ma foi fort sympathique. On arrive vers la fin puisque maintenant on va parler du 30 mars avec une sortie chez Noir d'Absinthe avec Meredith, une sorte de novella horrifique sur le thème des vampires, quelque peu gothique je pense, vous retrouvez vraiment le vampire gothique dans toute sa splendeur. C'est un roman assez court, mais le résumé a l'air bien sympa. Nouvelle-Angleterre, 1813, le jeune Caleb est voué à un avenir, ma foi, peu passionnant puisqu'il va devoir épouser la fille du maire, reprendre l'entreprise familiale, bref, sa vie est complètement tracée. Mais l'arrivée d'Elias et de sa fille va complètement contrarier cette espèce de destin, puisque sa fille, la jeune Alathea, on vous la décrit comme une sorte de sirène noire, au charme aussi vénéneux qu'envoûtant. Caleb va se prendre d'une sorte d'étrange passion pour la jeune fille, et on vous dit, les Vance, donc la famille de Caleb, ont invité le diable en leur demeure, et il semble bien qu'ils en paieront le prix. Voilà, vous avez quand même un résumé qui vous laisse penser un petit peu à un roman un peu dans le vampire gothique, un peu à la Carmilla, etc. Où vous laissez rentrer un vampire un peu sombre dans votre demeure. En tout cas, il a l'air fort sympathique. C'est un roman qui court, comme je vous l'ai dit, c'est une novella et je pense que je le découvrirai. Enfin, le 31 mars va sortir chez Hachette la passeuse de mots, le tome 1, écrit par A.G. Twice. Nous allons ici nous retrouver dans le royaume d'Hélios où les mots ont un pouvoir. Vous ne prononcez pas les mots à la légère, puisqu'ils créent, ils équilibrent, puis détruisent le monde. Lorsque vos mots sont prononcés, vous ne pouvez pas retourner en arrière. C'est dans cet univers que nous allons suivre Aria, une jeune fille qui vit dans la capitale et qui est totalement passionnée par la lecture. Elle dévore donc chaque mot de chaque roman, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cela fait d'elle la clé pour sauver le royaume. Car son royaume est le seul royaume qui est restreint l'utilisation de la magie par un traité ou je ne sais quoi.
quoi. Sauf qu'apparemment il y a certains rebelles qui sont prêts à tout pour éradiquer ce traité, et donc vous pouvez supposer que la jeune Arya va se trouver embarquée, bien malgré elle, dans une aventure complètement folle. On vous dit, à l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Voilà, je n'en sais pas plus, mais ça a largement éveillé mon intérêt. Si certains d'entre vous l'ont déjà découvert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'en ai terminé pour ces sorties livresques du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé quelques livres à noter dans vos tablettes. En tout cas, à toutes et à tous, je souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!